Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2007, une année que j'espère pour vous pleine d'amour, de santé et de bonheur. Et pour cette année 2007, eh bien, dans les aventuriers de l'étrange, je vous promets toute une série de dossiers passionnants, étonnants, fascinants. Des sujets concernant la grande histoire et ses mystères, concernant les ovnis, concernant évidemment les phénomènes paranormaux, des expériences de mort imminente, de voyance, d'apparitions, de maisons hantées ou encore de villes utopiques. Je reste bien entendu à votre écoute pour vous aider à comprendre les phénomènes paranormaux que vous avez vécus. Et le standard de l'émission est toujours à votre disposition. Vous pouvez me joindre quand vous le désirez. Tout de suite d'ailleurs, puisque ces 2 heures d'émission, ces 2 premières heures de l'année 2007 sont consacrées à vos témoignages jusqu'à minuit ce soir. Donc vous pouvez me joindre au 0826 300 300, 0826 300 300 pour venir me rejoindre et me raconter ainsi qu'à mes invités ce que vous avez vécu, dont vous pensez que c'est quand même dans le cadre du paranormal. À mes côtés, pour vous écouter, apporter quelques éléments de réponse, vous conseiller, eh bien, Pierre Massias, pour commencer, le créateur du site internet référence de l'actualité du paranormal, psylang.org. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, on commence l'année sur les chapeaux de roue, tout va bien. Tout va bien. Bon. À mes côtés également, un peu plus loin de notre grand sud, Renaud Évrard, que vous avez l'habitude de retrouver dans les aventuriers de l'étrange. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir, bonne année à vous. Oui, bonne année à vous aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de phénomènes paranormaux qui vont vous arriver, pas à vous, mais à étudier en tout cas. Renaud, vous êtes membre du GEIMI, l'Institut Métapsychique International. D'ailleurs, lors de la dernière émission de l'année 2006, nous avons parlé du journal de la lettre de l'IMI qui est ressorti. Et nous en parlerons avec vous, Renaud, pour redonner les coordonnées pour pouvoir s'y abonner ou au moins recevoir celle qui vient de sortir. Alors, vous qui nous écoutez durant ces 2 heures, nous sommes à votre disposition. Vous le savez, pour répondre à toutes vos questions, le standard. Morad est au standard, il attend vos coups de fil. 0826 300 300. 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission par le biais de votre téléphone portable avec le SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle, vous rédigez votre commentaire ou peut-être l'expérience que vous avez vécue et vous envoyez le tout au 71 200 et ça atterrit sur l'écran de contrôle que j'ai juste à côté de moi. C'est parti pour un peu moins de 2 heures, puisqu'il est 22h22 maintenant, un peu moins de 2 heures à l'écoute de vos témoignages. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et notre premier témoin qui nous rejoint pour cette année 2007, il s'agit de Georges qui nous téléphone de Haute-Garonne. Bonsoir Georges. Oui, bonsoir Louis Bénédy. Comment allez-vous ?
Eh bien, ça va, je dois vous dire, je suis très heureux d'être le premier témoin de l'émission 2007. Vous nous porterez bonheur, j'en suis sûr. Eh bien, je l'espère et je profite donc de souhaiter tous mes vœux aux auditeurs qui nous écoutent et puis à toute l'équipe et à vous-même. Merci beaucoup, Voilà. Je vous les souhaite également. Merci. Bonne année à vous aussi. Merci. Alors, Georges, vous êtes intervenu une première fois dans cette émission pour nous relater toute une série de phénomènes que vous avez vécus. Votre épouse est décédée maintenant. Oui. Vous avez eu énormément de signes et de phénomènes de coïncidence vraiment tout à fait troublantes et intéressantes. Et vous m'avez laissé un message car j'avais fait un appel à témoignage de personnes qui auraient vécu des phénomènes paranormaux relatifs aux fêtes de fin d'année. Et vous m'avez appelé en me disant, écoutez, moi il m'est arrivé quelque chose de tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Ça s'est déroulé quand d'abord? Donc j'ai eu deux clins d'œil en période de fête de Noël. Oui. Alors, comme vous avez dit, mon épouse est décédée en octobre 2005. Mm-hmm. Et en février 2006, nous avons eu la curiosité, sur les conseils d'un ami, d'aller assister à une conférence médiumnique avec mes enfants. Hein. Oui. Mm-hmm. Et au cours de cette conférence, ma fille a eu un contact. Et sa maman lui avait précisé au cours de cette séance que en période de Noël, eh bien, elle nous aiderait à décorer la maison. C'est-à-dire que dans notre famille, c'est vrai, pour la tradition des fêtes de Noël, Oui. nous attachons une importance à décorer le sapin, la maison, Mm-hmm. bien sûr. D'accord. Et donc les mois ont passé depuis ce contact et puis on est arrivé à cette période de Noël et à quelques jours de cette fête, j'ai reçu un petit colis dans lequel était déposé un joli cœur en feutrine rouge Mm-hmm. avec l'inscription dessus « Pour toi, Georges ». Et avec autour de ce petit cœur, d'autres petits cœurs en carton pour décorer le sapin de Noël. Oui. Vous voyez ? Oui. Et tout ceci était accompagné d'un mot rédigé par une petite Marie, son prénom, Mm-hmm. de l'Association des paralysés de France, de la section de Toulouse, et qui disait ceci, je t'envoie le cœur que j'ai fait. Comme ça, tu pourras le mettre avec les étoiles et les guirlandes. C'est très joli. Et puis, ça fait comme ça de l'amour qu'on accroche dans le sapin. C'est très joli, effectivement. Voilà. Oui. Oui. Alors, bien entendu, quand j'ai lu ça et que j'ai découvert le contenu du colis, j'ai eu une forte émotion et j'ai pas pu m'empêcher de penser au contact. Il y a quelques mois, de cette médium qui nous avait dit que mon épouse nous aiderait à décorer le sapin de Noël. Oui. Et donc, ça a été un petit clin d'œil que j'ai pris ça comme un petit cadeau. Mm-hmm. Vous avez fait le rapprochement avec votre épouse décédée, pensez-vous, hein? Disons que c'est mon interprétation. Oui, tout à fait, tout Voilà. à fait. Oui. Parce que, Oui. comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois auparavant, dans ce contact, elle nous avait dit qu'elle nous aiderait à décorer le sapin de Noël. Mm-hmm. Et est-ce que, par hasard, quels sont vos contacts avec cette association qui aide les paralysés de France? Aucun contact. C'est la première fois que je reçois une lettre des paralysés de France de la section de Toulouse. Ah bon? Oui, absolument. Absolument. D'habitude, on reçoit des peintres handicapés, etc. Mm-hmm. Mais de la section des paralysés de France, c'est la première lettre que je reçois, qui m'était absolument destinée. Oui. Voilà. Et le petit cœur en feutrine avec l'inscription « Pour toi, Georges ». Ah oui, c'est tout à fait surprenant, effectivement. Oui. Voilà. Et Ouais, comme ouais. c'est un petit cœur pour accrocher au sapin, Mm-hmm. et donc j'ai interprété, pour moi ça a été un joli clin d'œil, tout simplement. D'accord. Ouais. Très joli, effectivement. Et alors, vous avez vécu autre chose, là? Ah, voilà. Alors, je dois vous dire que suite à ça, j'ai beaucoup hésité. J'ai écouté votre annonce concernant les phénomènes au moment des fêtes de Noël. Oui. Bon, j'ai beaucoup hésité à vous raconter ce récit-là. Mm-hmm. Mais ce qui m'a motivé donc à vous laisser ce message, c'est que quelques jours après, je me suis réveillé
assez troublé parce que j'avais fait un rêve assez curieux où mon épouse décédée me conseillait d'aller à Emmaüs, Oui. où je trouverai un vieux poste de radio, car elle me dit, ça sera notre cadeau de Noël, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir communiquer. Ah, donc de tenter une expérience de transcommunication. Voilà. Avec un vieux poste transistor. Voilà. Non, oui, c'est un vieux poste de radio. D'accord. Et je l'avais en image dans le rêve, ce poste de radio-là. Quand je me suis réveillé, ça m'a beaucoup troublé, ce songe, disons. Oui, oui, alors, bon, il va sans dire que l'après-midi, je me suis rendu, bien entendu, à Emmaüs de la Barthe-sur-Lèze. Évidemment. Évidemment. Alors, donc, j'ai fait ma petite recherche et je suis arrivé au rayon où il y avait 4 postes de radio. Et parmi ces 4 postes, il y en avait un qui correspondait apparemment à ce que j'avais eu cette illustration dans le rêve. À ce que vous aviez vu en rêve, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et mais je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce qu'il y en avait un à côté qui me plaisait beaucoup plus. Et en moi-même, je me suis dit quand même la première intuition, le premier poste que j'avais vu correspond au rêve. Je vais suivre ce signe et je l'ai acheté donc. Bon. Et en arrivant chez moi, je l'ai nettoyé, j'ai retourné le poste, et en retournant le poste sur la base, sur le socle, Oui. il y avait un grand M qui correspondait, c'est mon interprétation, à l'initiale du prénom de mon épouse qui s'appelait Martine. Et ce qui est curieux, parce que dans chaque signe que j'ai vécu, il y a toujours la lettre M qui apparaît dans certaines situations, et le chiffre 17, dont je vous avais parlé lors d'un précédent témoignage. Oui. Voilà. Alors donc ça a été un petit peu curieux, je me suis dit, ben voilà, le poste m'est destiné. C'était celui-là que je devais prendre finalement. Totalement. Alors je l'ai mis en route. Oui. Et la première station sur laquelle je tombe, ça a été Sud Radio. En plus. Ah oui, absolument. Et ce qui m'a poussé à vous laisser ce message. J'ai dit alors là, n'allons pas plus loin. Pour moi, c'est un signe de témoigner de ce clin d'œil pour comme cadeau de Noël. C'est très joli en tout cas ce témoignage. Alors, ce poste correspondait à celui que vous aviez vu en rêve. Oui, et en plus, il est de l'année 1956, de l'année de naissance de mon épouse. En plus. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai eu un doute par la suite concernant, parce que j'ai bien étudié à la loupe le signe, la majuscule M, et c'était fait dans une sorte de craie ancienne, certainement. Ouais. Comme les ferronniers marquaient le fer pour le découper, vous voyez. Alors je me suis dit, c'est peut-être un signe du réparateur qui marquant M pour marche, par exemple. Oui, par exemple, oui. Différencier les postes. Et je suis retourné à Emmaüs pour regarder sous le socle des autres postes, et aucun n'avait la lettre M. Voilà. Vous avez vraiment poussé l'enquête jusqu'au bout. Ah oui, mais j'aime bien pousser les enquêtes et ne pas rester sur quelque chose d'un petit peu poétique. Oui. Voilà. Georges, je trouve que c'est d'abord une très belle histoire que vous nous avez racontée là. Vous restez avec nous, une pause et après, on en discute avec mes deux invités, Renaud Évrard et Pierre Massias. À tout de suite. Avec grand plaisir. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Notre standard est à votre disposition jusqu'à minuit. Cette première émission de l'année 2007 est consacrée à vos témoignages. Donc 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler. 0826 300 300 pour nous confier le phénomène paranormal que vous avez vécu, nous raconter plutôt ce que vous avez vécu. Si c'est de l'ordre du paranormal, vous pouvez également me joindre directement par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre
votre témoignage, vous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle, ou votre commentaire tout simplement, et vous envoyez le tout au 71 200. Et en ce qui concerne les SMS, ça m'arrive directement sous les yeux. Et en ce qui concerne le standard, Morad est là pour recueillir vos questions et vos témoignages. Nous sommes en compagnie de Georges de la Haute-Garonne qui nous a relaté ce qu'il avait vécu en période de fête. Alors, Renaud Évrard, quelles sont vos premières réflexions à la lumière de ce que Georges nous a raconté? Donc, c'était un très bon témoignage avec plein d'émotions. Oui. Je suis un peu perdue par rapport à tous ces éléments qui ont été donnés. Donc, il y a des coïncidences qui sont très étonnantes et d'autres qui le sont apparemment un peu plus anodines. Et donc, ça demanderait à chaque fois de fouiller, de savoir si vraiment c'est une coïncidence qui a vraiment du sens ou si c'est vraiment un hasard anodin. Et dans le discours de Georges, que je salue, c'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui convergent et pour lui, ça fait une grande fresque du deuil, quelque chose qui se passe. Et bon, j'aurais des questions par rapport à ce qu'il va faire maintenant avec son appareil radio, s'il va essayer de contacter sa femme ou est-ce qu'il cherche vraiment des messages de sa femme ou quelle est son explication de la chose en fait. Alors Georges, est-ce que vous avez l'intention de faire des expériences, d'expérimenter avec ce poste radio? Oui, je vais essayer du moins. Oui. Mais avant de l'essayer, je vais quand même m'initier à cela, en lisant de certains ouvrages consacrés à la TCI, mais je dois vous dire que à ce jour, je n'ai absolument pas essayé de tenter quelque message que ce soit. Oui. Voilà, écoutez, je suis pas prêt encore. Oui, je comprends. D'abord, psychologiquement, il faut être prêt. Totalement. C'est vrai que c'est pas évident parce que si vous recevez un message peut-être de votre épouse, ça risque de faire un choc assez important quand même. Je comprends que vous hésitiez avant de franchir le pas. D'ailleurs, Pierre Massias pourra vous donner quelques indications, quelques livres éventuellement pour vous donner quelques premières bases peut-être. Je l'en remercie. Ah oui, non mais Pierre, une réflexion concernant d'abord ce qu'a vécu Georges. Oui, on est une ou plusieurs. Tu as le droit à plusieurs. J'ai le droit à plusieurs. Ouais, tu peux y aller. Oui, on est tout à fait dans le cadre des synchronicités, des coïncidences. Comme disait Renaud tout à l'heure, le problème c'est de savoir si ce sont des synchronicités significatives ou pas ou non significatives. C'est la plupart du temps la personne qui va avoir ce genre d'expérience qui pourra dire si c'est significatif ou pas. Oui. Là-dessus, bon, c'est un phénomène qui est connu depuis Jung en fait. Je laisserai Renaud en parler, il en parlera mieux que moi. Mais il y a quelqu'un qui s'est intéressé très longtemps à la synchronicité, c'est Jean Moisset, que nous n'aurons malheureusement pas le plaisir d'accueillir ensuite parce qu'il a décidé de se retirer, mais qui a sorti plusieurs ouvrages à propos de synchronicité, dans lesquels on peut trouver des références, une approche, une analyse intéressante pour qui s'intéresse à ce domaine-là. Par exemple, je peux citer La loi des séries de Jean Moisset aux éditions JMG. Juste avant de te laisser continuer à développer ton argumentaire, Pierre, je me retourne vers Renaud Évrard. Quelques mots sur la définition de la synchronicité, Renaud Évrard. La synchronicité, donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe, qu'on n'a pas l'habitude de penser, et qui correspond en quelques mots à des coïncidences qui sont plus reliées par des relations de signification que par des causes à effet, des relations causales localisables au niveau spatial ou temporel. Donc c'est tout l'inverse de notre notion de causalité. Jung parlait d'acausalité justement, et c'est des événements qu'on connaît beaucoup. On pense qu'il en existe dans tous les types. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de synchronicité pour qu'on puisse peut-être mieux comprendre? Oui, alors je vais en donner un qui arrivait à un de mes amis, qui venait d'être jeté par sa copine en fait. Ça faisait un mois ou deux, et il était dans un état où il m'a confié en fait 15 jours avant qu'il vive une synchronicité qu'il voulait se rapprocher d'elle en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Donc il était dans cette dynamique-là, et puis un jour, il a un peu de temps, il allume la télé parce qu'il doit attendre un ami,
et il regarde un programme qu'il n'avait jamais regardé dimanche. Ça dure 10 minutes, ce programme. Et ce programme, ça va être un journaliste qui va dans la banlieue parisienne et qui rentre dans un immeuble pour filmer des trucs ou interviewer des gens. Et cet immeuble, c'était l'immeuble exactement de sa copine, son ex en fait. Ce qui est, voilà, c'est complètement incroyable. Oui. Je connais moi-même cette cour d'immeuble, je sais qu'elle est très particulière et qu'on peut pas forcément la confondre avec d'autres, surtout qu'on y a été plusieurs fois. Oui. Donc là, d'une certaine façon, au point de vue métaphorique, au niveau des relations de sens, il s'est rapproché d'elle. Ah, complètement, oui. Vous voyez ? Et en même temps, on peut se dire que c'est une synchronicité effective parce qu'il n'y a aucun moyen pour lui, c'est impensable de dire que c'est lui qui a demandé aux journalistes d'aller filmer cet immeuble en particulier, de diffuser ce programme au moment où il allait le regarder lui. Vous voyez, il n'a pas pu intervenir causalement sur, c'est clair, sur cette chose-là. Oui. Et par contre, ce qui est très intéressant, et du fait que Jung était un psychiatre, et pour lui c'était intéressant à ce niveau-là, au niveau de la thérapie, au niveau des changements psychologiques, c'est que ça a eu un impact sur lui et finalement il s'est relancé à recontacter cet ex-ami en fait. Vous voyez, en fait, au niveau de quelque chose qui était en suspens, de la signification en suspens, des émotions, tout ça qui ont été ravivées de ce coup-ci, et ça a relancé une certaine dynamique. En fait. Ça sert à quelque chose en fait, la synchronicité. D'accord. C'est vrai que c'est franchement étonnant. Il est en train d'attendre quelqu'un, sa copine vient de le jeter, il décide de se rapprocher d'elle et il met la télé à ce moment-là et tac, il voit un reportage qui est filmé dans la cour d'immeuble où vit justement sa petite amie. La probabilité pour que tous ces événements se rencontrent est quasi nulle, quoi. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus dans le domaine du hasard, quoi. C'est clair. Voilà, c'est ça. C'est le moment où on peut différencier hasard et la relation de signification. En fait. D'accord. Et alors, Pierre Macias, en ce qui concerne Georges, qui nous a confié ce qu'il avait vécu, ce rêve où il a vu sa femme décédée donc en octobre 2005, lui dire « Va acheter un transistor à Emmaüs à tel endroit et comme ça nous pourrons communiquer. » Et ce transistor, il l'a vu, il retrouve le même donc en allant le lendemain à Emmaüs. Ça c'est quoi ? C'est pas de la synchronicité, c'est peut-être de la voyance plutôt, non ? En première approximation, on peut penser à de la voyance, de la prémonition. Il s'agirait de savoir si Georges est habitué à aller chez Emmaüs à la Barre-sur-Lèze. Peut-être lors d'une visite précédente, inconsciemment, il aurait peut-être vu. Il aura remarqué le poste. Là, il est difficile d'analyser ça sans creuser vraiment le sujet. Demandons. Georges, vous aviez l'habitude d'aller... effectivement, j'ai l'habitude d'aller à Emmaüs. Et je trouve fort intéressant ce que vous dites. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu quand même, depuis le décès de mon épouse, de très nombreux signes, peut-être plus marquants que celui-ci. Tout à fait, vous nous les aviez racontés d'ailleurs. Et totalement. Et ce qui est troublant dans ces rêves, c'est que ces rêves inspirés, que j'appelle, m'arrivent surtout au réveil. Et je rêve très peu de mon épouse. Et à chaque fois que je rêve, il y a une signification très particulière. Et puis il y a également, là je me retourne vers toi Pierre ou Renaud Évrard, ce M tracé à la craie sous le transistor. Il aurait pu être tracé sous n'importe quel autre transistor ou ne pas être tracé du tout d'ailleurs. C'est quand même étonnant, non ? C'est étonnant, mais pure coïncidence, voyance. Pure coïncidence. C'est dur en dehors du laboratoire de dire on est sur le terrain là, donc il est très difficile aussi de faire la part des choses entre ce qu'on peut attribuer au paranormal proprement dit, voyance ou prémonition et autres, et ce qu'on doit attribuer au hasard. Forcément, dans le problème qui va se présenter, c'est que quand on vit des phénomènes comme ça, quand on est environné de phénomènes, quand on a accepté l'idée que c'est possible, et quand on a accepté éventuellement que tel événement en particulier est vrai, on va avoir tendance, c'est tout naturel, à ramener tout ce qu'on peut, plein d'événements, à ce phénomène-là.
Donc, et là, on va, je ne dirais pas manquer de recul, mais on va avoir tendance à tout interpréter à travers ce filtre particulier. Filtre-là. Oui, oui. Renaud Évrard, je me tourne vers vous pour cette lettre M, quand même. Je vais reprendre l'analyse de Pierre Massias. Effectivement, ce qu'il faut différencier et ce qui pose énormément de problèmes, c'est que il y a une perspective interne et une perspective externe. Nous, on est des observateurs extérieurs. Ce qu'on peut dire, c'est que ça nous apparaît pas tellement prenant. C'est-à-dire que c'est écrit M, c'est pas écrit Martine, par exemple. Oui. Vous voyez, c'est pas un signe direct, c'est pas quelque chose. Ah oui, mais ça aurait pu être F, A, N, B, j'en sais rien, ou n'importe quel signe, vous voyez. Là, c'était un M. Mais c'est pour la personne à laquelle la signification s'attache le plus que ça aura le plus d'importance et que la reconnaissance fera. Je pense pas qu'on puisse justement atteindre la même précision en laboratoire. C'est justement le problème que pose la parapsychologie, c'est que en laboratoire, les effets sont minimes, c'est des petits effets, coup par coup en fait. Ça marche pas à chaque fois. Alors que là, Georges nous ramène un lot très important de coïncidences qui convergent tous vers la même chose, de rappeler les M, les numéros 17, la date de naissance de sa femme. Oui. Et il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Et c'est autre chose. Oui. Et le 17 étant le numéro de le jour de naissance de votre épouse, Georges. Oui, absolument. Ah, voilà. Et le jour de naissance et malheureusement le jour de décès également. Voilà. Oui. Et le jour où nous sommes connus, et c'est le jour de ma naissance également. Oui. Et la première fois où vous en parliez à la radio, c'était dans cette émission. Oui. Et je vous avais appris d'ailleurs ce soir-là, et là vous ne pouviez pas le savoir, vous n'aviez aucun moyen de le savoir, que mon jour de naissance était le 17 également. Voilà. Et le 17 janvier, je pense. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Date de naissance de mon épouse. Voilà. Donc, qui m'a beaucoup troublé d'ailleurs. Oui, je me rappelle de cette émotion que nous avons vécue ensemble d'ailleurs. Sur l'antenne, ça avait été un moment assez marquant. Oui. Pierre Massias. Oui, alors on faisait référence à cette difficulté d'analyse et de définir les choses, c'est-à-dire en fait de donner des explications explicatives. On peut donner des voies, on peut envisager des voies. Maintenant, comme disait Renaud, ici, on n'est pas dans le cas du laboratoire. Le laboratoire amoindrit les effets nécessairement, mais on est dans un cas où on peut, comme le conseillait, comme voulait absolument Rémi Chauvin voulait qu'on revienne à l'expérimentation de terrain. Grand scientifique, oui. Grand scientifique s'il en est. Donc avec Georges peut-être, je lui conseillerais évidemment plutôt en privé des références sur des bouquins de transcommunication, bouquins et articles. J'ai le gros défaut de vouloir m'engager souvent. Mais j'ai très envie de proposer à Georges, s'il est d'accord, de l'accompagner dans sa démarche de tentative de transcommunication. Eh bien, écoutez, c'est avec un immense plaisir. Là, vous allez avoir un collaborateur de première bourre, si je peux me permettre. Alors là, le hasard fait bien les choses. Une coïncidence de plus. Une coïncidence de plus. Ça fait très longtemps, effectivement, que le problème me titille. Et si vous allez sur mon site, vous verrez que je n'ai pas abordé le problème parce que c'est un problème délicat. Parmi les problèmes délicats très douloureux, évidemment. Oui, tout à fait. Donc j'y vais avec des pincettes. Mais ça fait très longtemps, et j'ai aussi quelques contacts, comme avec le docteur Nelly, dont on a eu le témoignage il n'y a pas si longtemps. J'ai très envie de regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Bien écoutez, Georges, je laisserai vos coordonnées à Pierre qui vous recontactera. Ça serait avec un énorme plaisir. Et vous verrez ensemble ce que vous pourrez faire, en tous les cas. Mon cher Georges, je vous souhaite encore tous mes vœux de santé, de bonheur pour cette année 2007. Eh bien, moi de même. Et puis, à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange, si vous le voulez bien. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup, merci à vous, Georges. Bonne soirée. Merci. Vous le savez, vous pouvez nous contacter au 0826 300 300, 0826 300 300.
Morad est au standard pour vous écouter. Vous pouvez également, comme l'ont fait David et Hervé d'ailleurs, nous envoyer des SMS. David nous a envoyé un SMS tout à fait sympathique. Bonsoir, David du 47 du Lot-et-Garonne. Donc, je voulais adresser mes meilleurs vœux à toute l'équipe ainsi qu'aux auditeurs et auditrices de Sud Radio. Merci David. Meilleurs vœux à vous aussi. Hervé aussi qui nous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2007 et il adore l'émission Les Aventuriers de l'étrange. Parfait Hervé, ne changez rien, continuez. On sera ravis de vous écouter si un jour vous vivez quelque chose de l'ordre du paranormal ou si vous avez un commentaire ou des questions à nous poser. Dans quelques minutes, un autre témoignage, toujours en compagnie de Pierre Macias et de Renaud Évrard qui sont mes invités ce soir. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Chantal nous rejoint, Chantal qui habite dans l'Ariège. Bonsoir. Bonsoir Louis, comment ça va? Eh bien, très très bien. Et toi, comment vas-tu? Ah ben, super bien. Ça fait tout drôle de te retrouver à la radio, quoi, oui. À travers l'antenne. Ah, tout à fait. Chantal, je l'explique et c'est plus qu'une auditrice, c'est devenu une amie de Sud Radio puisque tu suis Sud Radio depuis de nombreuses années et on a eu le plaisir de se croiser plusieurs fois à l'occasion d'émissions en extérieur, etc. Et là, Chantal, tu m'as envoyé une lettre en me relatant quelque chose que tu avais vécu de tout à fait particulier, qui rentre vraiment dans le cadre de l'émission Les Aventuriers de l'étrange. Ça s'est passé en quelle année d'abord? Ça s'est passé 72 ans. En 1972, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et je n'ai jamais eu l'expérience et j'ai eu très peur. Oui, on a juste quelques petits soucis pour le portable, Chantal. On va voir si tout peut s'arranger et si on peut continuer à avoir une conversation audible pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, où étais-tu et qu'est-ce qui s'est passé? Chez moi. Et après l'opération, j'ai eu pas mal de problèmes de névralgie faciale qui m'embêtaient pratiquement toutes les semaines. Et je prenais des médicaments qui étaient assez forts. Et ce maux de tête terrible, j'avais presque envie de me jeter par terre. Oui. C'est horrible. C'est des maux de tête terribles. On va, Chantal, juste 30 secondes. On va essayer de te rappeler pour voir si la ligne est un petit peu meilleure, puisque j'ai la lettre sous les yeux. Je peux expliquer donc à Pierre Macias et à Renaud Évrard qui sont avec moi ce soir le début de ce que tu avais vécu à la suite d'une opération. Chantal a souffert de névralgie faciale terrible. Ça a duré 3 ans. 3 ans vraiment de douleurs, de souffrances récurrentes et très régulières. Et ce qui fait que elle était souvent, comme l'on dit, au creux de la vague. Et elle s'est allongée. Un jour, elle était vraiment épuisée de douleur. Et on l'a peut-être retrouvée d'ailleurs, Chantal. Est-ce qu'on l'a retrouvée? On ne l'a pas retrouvée. Donc, Chantal s'est allongée sur son lit, elle s'est reposée, détendue, et à ce moment-là, elle a vu son corps étendu sur le lit, en train de se reposer. Et en revanche, là où c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle avait vraiment la sensation très nette d'être dans les deux lieux en même temps, c'est-à-dire dans ce corps allongé sur le lit et également debout au pied du lit en train de se regarder. Alors, d'abord, avec ces quelques éléments que je viens de vous donner, en attendant que Chantal puisse nous rejoindre à nouveau avec, je l'espère, une qualité de ligne un petit peu meilleure, Renaud Évrard, que pensez-vous déjà de ces quelques éléments? Eh bien oui, c'est une expérience que certaines personnes font pour éviter la douleur, justement. Le psychisme pourrait réagir en se divisant et soit en hallucinant, soit vraiment en faisant une sortie hors du corps partielle, c'est-à-dire que on garde une certaine conscience de notre corps et en même temps on est détaché et on souffre moins.
généralement c'est un mécanisme pour moins souffrir. Donc c'est une expérience qui est quand même assez fréquente, je pense. Mmh. Nous avons récupéré Chantal et je pense que la ligne est un petit peu meilleure. Chantal, tu es avec nous ? Je suis là. Ah, parfait, très bien, très bien. Donc, on en était au moment où on a été interrompu, aux névralgies qui te faisaient horriblement souffrir, et au moment où tu nous avais dit, à un moment, enfin là, au bout de quelques années, j'avais l'habitude de m'allonger pour essayer d'encaisser la douleur en quelque sorte, quoi. Oui, parce que je prenais ces fameux médicaments, et puis je m'allongeais pour essayer de voir si ça pouvait se calmer. Oui. Et ce jour-là, je n'en pouvais plus, et j'en avais marre, quoi. J'ai pris 2 cachets et je me suis allongée. Oui. Et c'est à ce moment-là, au bout de quelques minutes, j'ai fermé les yeux, et au bout de quelques minutes, j'ai eu une drôle d'impression, je sais pas, comme si je flottais, quoi. J'ai ouvert les yeux et je me suis aperçue que j'avais mon corps sur le lit, et puis je me voyais au pied du lit, en même temps. Oui. Ça a fait tout drôle, ça m'a fait un choc, mais j'étais consciente dans mon corps physique, j'étais consciente, et dans mon corps esprit, quoi, oui, j'étais consciente aussi, et je me voyais vivre des 2 côtés. Oui. Ça m'a fait tout drôle. Bon, je sais que cette expérience-là, d'autres l'ont vécue. C'est pas ce qui m'a fait le plus peur, à la limite. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est à la fin, quand je me suis réveillée, enfin, entre guillemets, quoi. Je me suis réveillée, je me suis aperçue que j'avais sur une table au pied du lit, mais qui était quand même à 1 mètre 50, j'avais sur cette table un foulard bien plié au milieu de la table. Oui. Et quand je me suis levée après cette expérience bizarre, le foulard était en vrac par terre au pied du lit. Et ça m'a fichu une trouille pas possible, parce que j'ai dit, bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai bien vérifié, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, pas de porte ouverte, il n'y avait pas de courant d'air. Ça peut pas être ça, quoi. Oui. Alors, revenons ça m'a fait peur. Oui. Revenons juste un tout petit peu en arrière. Lorsque tu étais divisé en 2, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, finalement. Oui. Tu ressentais d'un côté la douleur que tu... je ne ressentais plus rien. Ah, d'accord. C'est ça qui est bizarre. Je ne ressentais plus rien. Et quand je me suis réveillée, entre guillemets, la douleur est revenue. D'accord, mais pendant cette expérience, la douleur avait disparu, en fait. Voilà, la douleur avait disparu, mais comment expliquer? C'est bizarre à expliquer. Mon corps physique souffrait, mais sans douleur. Oui, tu ressens... Je ne sais pas comment te l'expliquer. Oui. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de jambes, qui a mal à sa jambe. Oui, d'accord, je comprends tout à fait. D'accord, voilà. Je vois la sensation. Et alors, le foulard, ton analyse à toi, ce foulard qui était bien plié sur une table à 1 mètre de lit, c'est, à ton avis quoi? C'est ton corps-esprit qui l'aurait fait tomber? Je sais pas. Je pourrais pas te dire, parce que je ne me suis pas aperçue que mon corps-esprit bougeait, puisqu'il était immobile au pied du lit. Oui. Il aurait été sur ma table de nuit, j'aurais pu dire, j'ai fait un mouvement brusque, je l'ai fait tomber. Voilà. Mais là, c'est pas mes pieds non plus, parce que la table n'était pas posée contre le lit, elle était à peu près à 1 mètre 50, quoi, quand on passe entre le lit et une table, quoi, voilà. Oui, physiquement, tu pouvais pas le toucher, quoi. Je ne pouvais pas le toucher. Oui. Et ça m'a fait peur. Ah oui, ça, j'imagine. Parce que j'avais une seconde impression aussi, j'avais peur de ne pas me réveiller, de ne pas revenir normal, quoi, Voilà. Et disons que je n'ai pas vu mon corps-esprit revenir vers moi pour se recoucher sur moi, quoi. Oui. Voilà, c'est une impression qui a disparu comme ça d'un coup. Oui. Et lorsque cette expérience est arrivée, as-tu une idée du temps que ça a duré? Quelques secondes, un petit peu plus, ou alors tu n'en as aucune idée? Non, je n'ai aucune idée, parce que quand je me suis couchée, je n'ai pas regardé l'heure, donc je n'ai aucune idée de combien de temps ça a pu durer, quoi. Voilà. Bon, j'ai une vague idée
disons, parce que quand je me suis levée, je suis allée à la cuisine, je suis allée boire un coup, j'ai jeté un œil à la pendule, c'était 5 heures de l'après-midi, mais je ne sais pas à quelle heure je me suis couchée. Je ne sais pas si ça a duré 5 secondes, 5 minutes, j'en sais rien. Oui. Bien. Chantal, tu restes avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques minutes avec les impressions, les commentaires et les questions de Pierre Massias et de Renaud Évrard. Vous le savez. Volontiers, oui. Merci Chantal. Vous le savez, vous pouvez nous contacter si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Vous nous appelez, Morad est à votre disposition au 0826 300 300, 0826 300 300 jusqu'à minuit. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et Chantal qui nous appelle de l'Ariège et qui nous a relaté ce qu'elle avait vécu lors d'un moment intense de douleur dû à ses névralgies faciales. Renaud Évrard, à la lumière de ces nouveaux éléments, quelle est vos premières réflexions ? Alors, c'est comme je pensais, je pense que la division du psychisme qui a eu lieu a servi justement à casser la douleur. Oui. Et en même temps, on peut se demander si c'est pas l'inverse, si c'est pas le fait que la douleur ait été divisée au niveau neurophysiologique qui a créé cette dissociation psychique. C'est-à-dire que c'est le corps qui a eu une réaction de sauvegarde, de survie, voilà. quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être ce qu'a perçu Chantal, c'est que la douleur et la sensation de douleur sont deux choses différentes. Au niveau du cerveau, on peut avoir des lésions de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs sans plus trop les ressentir en tant que souffrance psychique. Vous voyez, il y a un écart entre les deux. Et cet écart-là, généralement, on ne le perçoit pas, mais il y a certaines personnes qui peuvent le percevoir. Et là, dans le cas où il y a des trop grandes douleurs, notre cerveau peut réagir justement en coupant les deux, en faisant comme si c'était... si on n'était pas là, quoi, si on n'était pas dans notre corps. Par contre, je mets bien ça à côté de l'épisode où l'objet, le foulard a bougé, parce que ça, ce serait quand même quelque chose d'autre, à comprendre peut-être de façon différente, et il ne faudrait pas forcément associer les deux expériences, je pense. Ça ferait moins peur, en tout cas. C'est-à-dire, c'est aller au bout de votre pensée, là. C'est-à-dire que, bon... On a parlé de l'expérience de décorporation. Il y a aussi donc cette expérience où l'objet a bougé, mais on ne sait pas tellement finalement si elle-même a bougé, si c'est une reconstruction après coup, ou si, que quelqu'un est venu. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? On sait simplement que d'après ce qu'elle nous dit, il y aurait eu justement ce foulard qui aurait été déplacé. Mais je pense que relier ça à par exemple, parce ce qu'on pense au niveau latent, c'est implicitement on pense au corps astral ou à une sorte de psychokinèse qui aurait fait bouger l'objet, et donc je pense qu'on n'a pas assez d'éléments pour appuyer cette hypothèse, donc il faudrait mieux les dissocier. Pierre Massias. Oui, j'irais peut-être, sans doute aussi dans le sens de Renaud, dans la mesure de l'apparition d'un phénomène, d'une réaction étonnante face à la douleur. C'est une réaction un petit peu réflexe, probablement de sauvegarde de soi. Mais ça me fait penser en fait à un autre phénomène qui est la bilocation. Ah oui, c'est-à-dire être en deux lieux en même temps, hein, c'est ça. Voilà. Sans rien enlever à la voie d'explication, à l'idée d'explication de réaction à la douleur. Oui, tout à fait. Mais ça va peut-être, ça pourrait, je vais rester au conditionnel, ça pourrait aller un petit peu différemment que l'OBE, je vais dire entre guillemets simple. Où la personne est à l'extérieur, se voit de l'extérieur de son corps et n'a conscience que de son corps-esprit, cet extérieur, pas du corps qui est qui est sur le lit, Ici, il y a conscience des deux côtés, et pour cette raison-là, en fait, ça me fait penser à la bilocation du genre, et en plus dans une épreuve de souffrance. Immédiatement, j'ai pensé à Yvonne Aimée de Malice 3. Cette sœur qui justement était, on la disait, sujette, je vais dire, à la bilocation. Elle avait des activités aussi de résistante pendant la guerre, et elle s'est trouvée en état de bilocation justement à des moments où elle était torturée
Dans l'époque, dans la période. Donc on a cette notion de douleur à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on ressent une douleur, on va y réagir par un phénomène paranormal, on va s'extraire. Et alors, quelle est la cause, quel est l'effet? Est-ce que est-ce que le phénomène paranormal apparaît à ce moment-là justement pour se soustraire de la douleur? Oui. C'est-à-dire que un réflexe de survie, quoi, vraiment. Voilà, le réflexe de survie au niveau paranormal. C'est-à-dire c'est le phénomène paranormal qui implique une dissociation au niveau du cerveau de la douleur réelle, du ressenti de la douleur. En fait, il s'agit entre guillemets de mettre un filtre entre la douleur insupportable elle-même en tant que phénomène objectif et le ressenti de la douleur. Ou est-ce que c'est le fait de mettre ce mécanisme en route qui va générer un phénomène qu'on va interpréter comme un phénomène paranormal? Là, il y a des études neurologiques à effectuer qu'il faudrait effectuer. A priori, il ne me revient pas de référence d'études de ce genre-là. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment d'une bilocation avérée comme bilocation? C'est pas évident non plus à attraper. Mais il y a sans doute, on peut imaginer qu'il y a des voies détournées pour y arriver. Je pense à Olaf Blanke en Suisse qui a voulu expliquer les OBE par une excitation d'une partie du cerveau. Jean-Pierre Jourdan nous en reparlera. C'est l'explication, ça n'est pas l'explication, c'est une partie d'explication, ça n'a rien à voir, c'est un autre problème. Mais ça veut dire qu'on peut approcher ce genre de phénomène, on peut étudier ce genre de phénomène avec des moyens conventionnels qui rentrent dans la science et étudier un phénomène paranormal avec les outils de la science. Donc voilà, en fait, il y a cette idée de bilocation. Le phénomène paranormal qui arrive au moment de la douleur pour s'en soustraire. Et maintenant reste en fait à étudier ça. Chantal. En fait, ça serait le corps qui essaye de fuir devant la souffrance. C'est ça. C'est voilà. un phénomène de sauvegarde, de survie, de protection, quoi. D'abstraire en fait, c'est la ça. souffrance. Pour essayer pour diminuer la souffrance qui devient insupportable. Ça c'était vraiment insupportable. C'est un réflexe de survie, quoi, tout simplement, vraiment. Parce que j'avais le corps allongé sur le lit. J'étais très consciente parce que j'avais peur de ne pas me réveiller entre guillemets, quoi. J'avais peur de pas plus revenir à l'état normal. Et ça m'a fichu une angoisse, c'est pas possible. Ça je comprends tout à fait. Ça ce sentiment cette peur de ne pas revenir apparaît dans tous ces cas et c'est tout à fait normal parce qu'en fait ça arrive de manière tout à fait inopinée, que ce soit une OBE ou une éventuelle bilocation. Enfin, une OBE, on se retrouve à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe, on se sent plus ou moins détaché, on a peur de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être poussé à l'extérieur de la maison par exemple et en même temps est-ce qu'on pourra revenir un jour dans son corps? C'est par rapport à la nouveauté, au phénomène qu'on ne contrôle pas. C'est tout à fait naturel d'avoir peur, mais a priori personne n'a raconté ne pas avoir pu revenir. Merci Chantal. Il y a un truc quand même, je m'excuse. Oui Chantal, vas-y. Voilà, il y a une question que je voulais poser. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Comment ça se fait que mon corps-esprit qui était au pied du lit ne réagissait pas, quoi? C'était immobile, c'était une forme immobile qui me regardait sans aucune expression dans le visage, quoi. Ni elle souriait, ni elle pleurait, ni elle riait, il n'y avait aucune expression, quoi. C'était comme un spectre, quoi, voilà. Je suis un petit peu étonné de cette question parce que si vous aviez conscience aux deux endroits en même temps, quand dans votre conscience de corps à l'extérieur de corps-esprit, on va dire. De corps-esprit. Même si ça correspond pas, on va dire de corps-esprit. On va le dire comme ça, Avec votre conscience dans ce corps-esprit, comment vous voyez la situation? Je me voyais allongée. J'étais debout au pied du lit, puis je me voyais allongée en train de souffrir l'RBA, quoi, à la limite. Tandis que mon corps qui était allongé, regardait mon corps-esprit de la même façon, mais
avec la souffrance qui, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. C'est dur à expliquer quand même. Hein. C'est pas évident. Ouais. En fait, c'est comme en cinéma, il y avait un champ contre champ, quoi. C'est deux caméras qui se regardaient. En fait, c'est ça. Oui, à la limite. Pour bien expliquer. Oui, on pourrait l'expliquer comme ça, voilà. Ouais. Et d'un côté comme de l'autre, il y avait le même étonnement. Voilà, le même esprit. Voilà. Le même étonnement, donc l'absence de mouvement. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est surprenant, hein, quand même. C'est surprenant, oui. C'est original comme témoignage. Ouais. C'est pour le moins étonnant. Original dans le sens nouveau. Oui, complètement. Oui. Chantal, est-ce que tu as envie de revivre ce genre d'expérience? Ah, pas du tout. Ah non, j'ai eu tellement peur. Ça, tu m'étonnes, oui. J'ai eu tellement peur que non, je ne l'ai plus retentée d'ailleurs. Je me suis plus rallongée. Je me suis assise, mais je ne me suis plus jamais rallongée. Ah oui, quand tu souffrais, tu préférais rester assise plutôt que de t'allonger finalement. Ah oui, après avoir vécu ça. J'avais trop peur de repartir dans ce genre d'expérience et ça m'a, vulgairement, ça m'a fait la trouille. Hein. Ah bah oui, ça je. Et ça a continué longtemps, les névralgies faciales ensuite? Ça s'est atténué après. Ça s'est atténué parce que au tout début, c'était pratiquement toutes les semaines pendant 3 jours, ça me quittait pas jour et nuit. Et puis après, ça s'est un petit peu atténué et maintenant j'en souffre que très rarement, quoi, une fois tous les 3 ans ou 4 ans et encore, quoi. Mais c'est une expérience que je ne veux pas revivre. Oui, ça je comprends tout à fait. Et je pensais à une chose que peut-être en entendant ces deux messieurs à qui je transmets tous mes vœux aussi. Et le vœu aussi. Je pensais à une chose en vous écoutant. Est-ce que pour le foulard, est-ce que j'aurais pas eu un moment d'inconscience, je me serais levée, j'aurais bousculé la table, je sais pas, moi, peut-être quelque chose comme ça qui pourrait l'expliquer. C'est possible aussi, Pierre. C'est tout à fait possible, oui. Oui, Renaud. Oui. On a déjà vu, on peut appeler ça du somnambulisme ou des manipulations inconscientes. C'est tout à fait possible, surtout si vous étiez dans un état de conscience modifié, on pourrait dire, dans ce cas-là. Oui, parce que je vois que cette explication, parce que la visite d'un esprit, je suis pas un être exceptionnel, la visite d'un esprit, j'y crois pas trop. Non, je pense que c'est plutôt parce qu'un foulard, c'est très léger, ça s'envole au moindre souffle d'air. Oui, mais c'est la première chose, Louis, à laquelle j'ai pensé, j'ai regardé, tout était fermé, il n'y avait aucun courant d'air. Donc, non, mais il aurait, ça. oui, mais il aurait juste fallu que tu fasses 2-3 mouvements violents déplaçant de l'air dans la pièce pour que le foulard s'envole et tombe par terre, tout simplement. Ou que, dans un mouvement inconscient, tu te sois redressé, peut-être bousculer un peu la table et après. Voilà, en écoutant ces messieurs, j'ai pensé à ça et je ne verrai que ça. Mais déjà, le phénomène que tu as vécu est assez original dans le sens étonnant et assez fort en lui-même. C'est déjà pas mal, si j'ose dire. Vraiment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de phénomène est courant. Hein. Enfin, il y a plein de gens qui. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Oui, mais on peut le vivre positivement aussi. Là, vous avez fait peut-être une mauvaise expérience. J'espère que ça vous arrivera pas de nouveau, mais il y a des personnes qui le vivent bien, il y a des personnes qui recherchent ça en fait. Donc, non, moi j'ai eu trop peur. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Ne me demandez pas de faire l'expérience devant vous. On va pas te le demander, non. Quoique, s'il y a quelqu'un à côté de moi, ça va, mais là j'étais toute seule. Je crois que c'est ça qui m'a fait peur aussi. Hein. J'imagine. Pierre Macias. Oui, quelque chose qui m'a étonné là, Renaud. Tu nous dis que c'est une expérience assez courante. Pourtant, cette sensation de conscience des deux côtés à la fois, tout à l'heure, je dis qu'elle me paraissait peu courante. Oui. Le cas d'OBE, ok, ce sont des expériences rapportées assez souvent, mais la notion de conscience se retrouve que à l'extérieur du corps. Rarement, moi je vois pas d'autres cas dans lesquels on me dit j'avais conscience des deux côtés à la fois. Ah oui, là je me voyais des deux côtés. Je me voyais en train de regarder mon corps-esprit et de l'autre côté je me voyais allongée. Je me regardais des deux côtés. Oui, c'est vraiment comme si il y avait deux corps avec le même esprit dans les deux corps. Une couchée et une debout. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement en fait, ça pourrait être un cas limite parce que ce sont deux expériences qui sont fréquentes chacune, mais peut-être pas ensemble. C'est l'expérience de décorporation
et l'impression de détachement corporel. L'impression de plus sentir son corps, d'être comme détaché de lui, mais toujours en étant conscient qu'on est dans son corps. Et donc c'est un peu un mélange des deux, donc un cas de limite en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Chantal en tout cas de nous avoir. Merci à vous trois, c'est vraiment une émission très très intéressante et on apprend pas mal de choses. On se dit qu'on n'est pas tout seul à vivre des trucs pas possibles. C'est vrai. Et bon ça réconforte quand même, dans un certain sens, ça réconforte un petit peu. On se dit, t'es pas un cas isolé, même si tu as la trouille, tu peux en parler à quelqu'un, et puis voilà, quoi. Oui. Parce que j'en avais parlé à ma famille qui m'a complètement rayonnée en me disant, t'es complètement dingo. Enfin bref, ils ne m'ont pas employé ce mot, ils m'ont dit autre chose. Mais... Non, tu es loin d'être... J'avais gardé ça au fond de moi en me disant, c'est terminé, j'en parle plus à personne. Et c'est grâce à ton émission que j'ai pu en reparler, quoi. Oui. Merci Chantal, en tout cas, tous mes vœux pour cette année 2007. Et c'est vrai que Chantal a vécu un phénomène assez particulier. Yamina vient de nous rejoindre, elle nous appelle de Carcassonne. Bonsoir Yamina. Bonsoir. Alors, Yamina, vous faites partie de nos auditeurs et auditrices qui nous envoient de temps en temps un commentaire, une réaction, une réflexion sur ce qui a été dit à l'antenne. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs par le biais de notre email que je redonne. Si vous avez envie, vous qui nous écoutez, de nous écrire ou réagir aux émissions comme l'a fait Yamina, vous pouvez nous écrire par mail. Il faut donc écrire à cette adresse mail suivante: étrange au singulier sans S, @sudradio.fr, et votre message nous parvient. Yamina, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler avec vous de votre réflexion tout à fait pertinente que vous nous avez envoyée concernant la dernière émission de 2006 dont le sujet était Nostradamus. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de mes invités Pierre Massias et Renaud Évrard et Yamina de Carcassonne qui vient de nous rejoindre. Yamina, vous nous avez envoyé un long message, d'ailleurs je vous en remercie à l'antenne, concernant l'émission sur Nostradamus qui a été la dernière émission de l'année 2006 et une réflexion tout à fait pertinente. C'est pour ça que je vous ai demandé d'intervenir directement à l'antenne pour nous la livrer. C'était au sujet, donc c'est l'historien, le spécialiste que nous avions de Nostradamus, qui nous avait révélé que les profanateurs de la tombe de Nostradamus sont tous morts après avoir profané sa tombe de manière violente. Et là, vous nous avez envoyé une réaction tout à fait pertinente. Dites-la nous à l'antenne. Eh bien, ça se dit dans beaucoup de cultures, il ne faut pas déranger les morts. Oui. Et même je l'ai appris autrement aussi, il ne faut pas toucher au corps des morts. Il ne faut pas, sauf pour donner une sépulture. Par exemple, quelqu'un qui a été assassiné, qui est mort d'un accident, si on touche son corps pour lui donner une sépulture, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si c'est pour faire violence à ce corps, ou alors pour le triturer dans tous les sens, comme font les scientifiques, ce qui est à peu près la même chose, ça se fait pas. C'est comme ça. C'est une loi de l'abstrait. Mais ça s'est vu partout. Oui, mais votre réflexion était pertinente dans le sens où vous me disiez il n'y a pas eu de malédiction particulière, même si on est plutôt versé dans le paranormal ou le surnaturel, mais ce sont eux-mêmes qui se sont programmés pour mourir en quelque sorte. Oui, parce que, si vous voulez, le cosmos a ses lois. La nature aussi a ses lois. On le voit tous les jours, que quand les hommes ne respectent pas la nature, ils sont suivis des catastrophes naturelles. Et c'est pareil pour l'abstrait, pour les choses non tangibles. Oui. C'est comme ça, il y a des choses à ne pas faire. Et moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est vrai que beaucoup de gens qui n'ont pas respecté, c'est comme une fois, là, c'était des adolescents qui le disaient, ils étaient 3 ou 4, ils sont sortis un soir, ils étaient à pied. Ils sont allés à quelques kilomètres de là, puis après, je ne sais pas si c'était minuit ou 1h du matin, ils sont revenus toujours à pied. Mais ils ont emprunté un autre chemin. Et ce chemin longeait un cimetière. Oui. Et là, ils se sont mis à faire des blagues irrévérencieuses envers les disparus. Mm-hmm. Bon, c'était pour s'amuser, à leur âge. Oui, oui. Voilà.
Puis bon, ils ont continué, ils sont arrivés dans le lotissement où ils habitaient tous les trois. Ils ont marché, ils ont fait quelques pas, et là, tout d'un coup, les lampadaires se sont éteints. Et pendant quelques minutes, c'était l'obscurité complète. Oui. Et voilà, parce qu'ils n'ont pas... Ça, c'était une conséquence naturelle. Ce ne sont pas les esprits des morts qui ont éteint les lumières. Mm-hmm. C'est comme ça, c'est dur à dire. Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, Yamina, c'est-à-dire que ce serait eux qui ont provoqué ce phénomène de manière inconsciente bien sûr, parce que comme le disait très bien Yamina à l'instant, dans l'inconscient collectif, la personne décédée, le corps d'un mort, c'est sacré, et que quand par exemple dans le cas de ceux qui ont profané la tombe de Nostradamus et qui ont dispersé ses ossements, ils avaient, même s'ils le faisaient de manière consciente et s'ils le faisaient sciemment, dans leur inconscient, quelque part, ils savaient très bien que c'était profaner quelque chose de sacré, et ce serait une espèce d'autoprogrammation. Qu'en pensez-vous, Renaud Évrard ? Alors, ça peut être effectivement de l'autoprogrammation, comme vous dites, c'est qu'on peut dire aussi prophétie auto-réalisante, c'est-à-dire que quand on a une certaine crainte, on peut soi-même se déterminer et finalement aboutir au résultat qu'on essaye d'éviter. Mais d'une façon plus générale, là où nous avons une croyance qui est partagée ou non, sur le fait qu'on n'a pas le droit de profaner un lieu sacré, en déterminant quel est le lieu sacré. Et du coup, il y a une certaine efficacité derrière, ou en tout cas, il y a des coïncidences qui sont interprétées comme des malheurs extraordinaires reliés à cet événement-là. Et ça, c'est un mécanisme qui est très très courant dans plein de phénomènes et qu'on peut appeler l'efficacité symbolique, comme l'a fait Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire de la réalisation efficace dans le réel d'une sorte de croyance partagée par une communauté. Après, il faut justement se méfier de ce côté-là qui nous viendrait finalement interpréter toutes les croyances comme des réalités potentielles, et finalement toutes les choses pourraient se réaliser. Ce serait vraiment là tomber dans le côté de la pensée magique finalement. Mmh. Voilà. Pierre Macias. Pardon. Voilà, oui, merci Renaud de l'appeler une deuxième fois parce qu'il avait oublié d'ouvrir son micro en plus. Donc bon. J'étais complètement dans mes pensées en plus. En fait, je suivrai complètement Renaud. Comme ça, a priori, je ne saurais pas interpréter ou donner telle ou telle voie d'interprétation d'un phénomène comme ça. Ça me fait penser à de la synchronicité, ça me fait penser à des réactions du groupe par rapport à... Là, c'est plus de l'ordre du psychologique, finalement, de l'inconscient, que du phénomène paranormal, tout ça, finalement. Voilà, de notre rapport, du rapport des gens, du rapport de la société à la mort. Je pense qu'il y a un bouquin qui est sorti récemment de Patrick Baudry, qui est anthropologue. C'est La place des morts, enjeu hérite chez l'Harmattan, qui aborde justement ce sujet du rapport à la mort, du rapport aux morts dans diverses cultures. Oui. Par exemple, dans le 4e de couverture, il commence en disant avec les morts, vous ne faites pas gaffe, me disait un camarade du Sénégal, où on a justement un traitement de la signification de la mort complètement différent. Oui. Et donc son livre veut analyser justement les enjeux de la ritualité funéraire et les mutations contemporaines, comment ça se passe dans les diverses cultures, comment ça se recoupe avec d'autres cultures, enfin comment il y a quel est le côté universel dans le culture là, enfin dans le culte des morts, quoi. Voilà, le côté universel. Ou le rapport à la mort. Comment ces différentes cultures font des rapprochements entre elles, comment ça se modifie de par l'influence des autres cultures. Oui. Renaud Évrard, c'est vrai que on pourrait étendre comme vous le disiez, la pensée magique, mais on pourrait étendre comment dirais-je, le fait que l'inconscient puisse provoquer des choses à notre insu, évidemment, comme après avoir profané une tombe ou quelque chose comme ça. On pourrait l'étendre à tous les phénomènes paranormaux, finalement. À
Alors là, je suis pas sûre de vous suivre. À quel niveau? C'est-à-dire que chaque prémonition, en fait, en tout cas, par exemple, sont possiblement des prophéties autoréalisantes. C'est-à-dire qu'on va... c'est d'ailleurs l'argument de sceptique qui revient très fréquemment. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des fois des prémonitions ou des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes changer, en fait. Vrai, exact. C'est provoquer des accidents, des choses comme ça. Et c'est justement là où le parapsychologue doit étayer, documenter le cas qu'il observe pour pouvoir faire la différence entre quelque chose où la personne aurait pu intervenir et d'autres cas où c'est pas aussi sûr. Oui. Et alors, pour clore ce dossier, par exemple, dans le cas de ceux qui ont profané la tombe de Nostradamus, ou de ceux qui ont découvert, ces archéologues qui ont découvert la tombe de Toutankhamon, et qui sont tous morts après de morts mystérieuses en suivant, ce serait quoi là? Alors, pour le coup, c'est donc les malédictions, c'est ça, suite à des profanations du sacré. C'est très difficile d'y répondre. C'est vrai que quand on fait la part de la légende, déjà, c'est très difficile d'avoir toutes les informations vraiment exactes, de vraiment trier entre qu'est-ce qu'est une mort étrange. Toutes les morts sont étranges quasiment. Enfin, les morts naturelles sont un peu imaginaires aussi. Donc là, déjà faire la part des choses. Et puis je ne sais pas. C'est vrai que là, on a des cas où c'est des documents historiques vraiment à chercher entre ce qui peut être, encore une fois... vrai, de l'ordre du mythe, de la légende, etc. Faut vraiment... Oui, c'est ça. Les malédictions, c'est vrai que c'est très important dans le tissu social, dans le tissu culturel. Beaucoup de légendes urbaines circulent. Et pour autant, c'est pas forcément à chercher du côté de la parapsychologie. C'est pas la parapsychologie qui peut le mieux expliquer tout ce qui se passe, en fait. Pierre, avant de clore ce dossier et de passer à un autre témoignage de Sauveur qui va venir nous rejoindre, recite le titre du livre et l'éditeur pour ceux et celles qui voudraient se le procurer. Oui, alors il s'agit de La place des morts, enjeux et rites, de Patrick Baudry, aux éditions L'Harmattan. Très bien. Une pause et tout de suite, Sauveur va venir nous rejoindre pour nous faire part d'un témoignage assez étonnant, sans doute une apparition ou un fantôme, je ne sais pas, nous lui poserons la question dans quelques instants sur Sud Radio. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous le savez, nous attendons vos témoignages. Venez nous confier ce que vous avez vécu. 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition, vous le savez. Vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit et même au-delà en nous laissant un message, une partie de votre témoignage et vos coordonnées. Surtout, n'oubliez pas vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Donc, nous laissez un message aux aventuriers de l'étrange. Sauveur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Sauveur? De Port-de-Bouc. C'est dans quel département? 13 ans. Val-du-Rhône. Très bien. Alors, Sauveur, vous avez vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a combien de temps maintenant? C'était en 88. Oui, donc c'est pas si vieux que ça finalement. Racontez-nous ce que c'était. Vous étiez dans un foyer pour jeunes travailleurs, c'est ça? Voilà, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs à l'époque et on avait, comme j'étais aussi à l'ADAS, donc dans ce foyer, j'étais en apprentissage moi. Et donc le vendredi et le samedi, on avait la permission de minuit. Donc on avait le droit de sortir et on avait l'habitude d'aller avec un ami à moi au village des Milles. Et c'était un tout petit village aussi à côté de Aix. En Provence. Et puis donc ce soir-là, donc on a longé la voie rapide sur le sentier et arrivé à l'entrée des Milles, il y a un petit pont qui passe sous la voie rapide. Et c'est là que j'ai vu cette soutane, quoi, comme les vieilles soutanes qu'il y avait à l'époque des moines. Oui. Avec la grosse corde autour de la taille et qui se déplaçait. On ne voyait pas les pieds, quoi. Et j'étais un peu, je suis resté un peu bête,
tête, quoi. Il était loin de vous, à combien à peu près? 5 mètres, 5-6 mètres. Ah oui, c'est assez proche quand même, il était... Ah ouais, assez proche, ouais. Ouais. Et il avait le capuchon qui recouvrait la tête, vous savez, on voyait pas son visage ou... Voilà. Mm-hmm. Et donc, j'ai dit à mon collègue Patrice, je lui ai dit, est-ce que tu vois quelque chose devant? Et il m'a dit, écoute, Sauveur, moi je vois comme un moine. Et à l'époque, tout genou, j'ai sorti mon opinel. J'avais une opinel, ça peut paraître un peu con, mais on lui a couru derrière et arrivé au niveau du pont, il a disparu. C'est-à-dire que il a tourné au coin d'une rue ou il a disparu tout simplement? Il a tourné sous la voie rapide, comme le chemin qu'on doit prendre pour entrer au village des Milles. Ouais. C'est un pont qui passe sous la voie rapide. Oui. Et arrivé à ce niveau-là, plus rien. Et il y a un cimetière juste à l'entrée des Milles. Voilà. Et est-ce que lorsque vous avez raconté une première fois votre expérience, votre vécu à Morad au Standard, vous lui avez dit que vous aviez l'impression que ce moine ne marchait pas en fait? Voilà, il se déplaçait, on ne voyait pas la soutane bouger, on voyait pas ses pieds. Je sais pas, je prends l'exemple d'une femme quand elle marche en robe longue, oui. on voit un peu bouger sa robe. Oui, tout à fait. Oui, on voit les jambes qui s'actionnent quoi pour marcher tout simplement quoi. Oui. Voilà. Et ben là, il y avait rien qui bougeait quoi. Il se déplaçait à une vitesse normale, oui. comme quelqu'un qui marche réellement. Et quand on lui a couru derrière, c'est vrai que il a accéléré. Mm-hmm. Et on voyait pas ses mains non plus. Il avait les mains devant lui, comme quand ils font les prières, quoi. Et... Oui, c'est-à-dire les mains dans les manches, quoi, comme voilà. Comme on voit les moines dans les vieux films, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il vous a donné l'impression de glisser, par exemple, de glisser sur le sol, vous voyez, comme si il avançait pas, mais il flottait, quoi, en quelque sorte. Ouais, mais il était à hauteur normale, quoi. Il était oui. pas. C'est vrai qu'on aurait dit qu'il coulissait, c'est vrai que. Mm-hmm. Mais il était à hauteur normale. Oui. Et pas bien grand. Moi, je fais 1m67 et je lui donnais aller en gros 1,70, 1,80. Allez, en gros. Oui. Et en gros, vraiment. Et vous l'avez aperçu une deuxième fois, ce moine, hein? Voilà. Alors, c'était dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était en semaine, cette fois. Et peut-être, on va dire, 15 jours, 3 semaines après. Mm-hmm. Là, à l'époque, on devait être dans nos chambres à 10 heures avec extinction des feux. Oui. Et donc, je suis monté par les escaliers et j'arrive vers ma chambre. J'étais au deuxième, j'avais ma chambre au deuxième. Donc, j'éclaire mon couloir et je vais vers ma chambre et là, j'ai vu je peux pas dire ce même moine, mais j'avais cette même soutane. Oui. Couché par terre, la face vers moi. Et là, la face, la capuche était vide. On voyait qu'il y avait un corps dedans. La forme, elle était, la soutane était pleine, on va dire. Oui. Mais on voyait pas de visage, quoi. Et j'ai balisé tellement que je suis redescendu aussi sec, quoi. Et dans les escaliers, j'ai trouvé une copine à moi. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais oh, Sauveur, tu es tout blanc. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Et elle m'a dit, quand même. Et donc, on est allés voir tous les deux et il n'y avait plus rien. Ah oui, effectivement. Et je suppose que vous avez posé des questions autour de vous. Vous avez essayé de regarder peut-être dans les autres chambres. J'ai regardé parce qu'il y avait les toilettes à côté et les douches. Donc, j'ai regardé là-dedans. Il n'y a eu aucune porte qui a claqué.
Ça a été, je sais pas. Et je me suis toujours posé la question. Avec le collègue, on en a reparlé quelque temps après. Et puis il y a eu aucune explication sur ce truc-là, quoi. Et plus de nouvelles après, vous n'avez plus revu ce moine étrange? Non. Par contre, à la maison, parce que je descendais le week-end chez mon père, parce qu'il me restait plus que mon père à l'époque. Oui. Je descendais donc à Port-de-Bouc et je dormais seul à la maison cette nuit-là. Mmh. Et il y a eu dans la cuisine comme quelqu'un qui frappait une bague sur un meuble. Ouais. On avait un meuble bas à l'époque dans la cuisine et ça a toqué 3 fois, comme quelqu'un qui frappait une bague sur un meuble, le dessus d'un meuble. Et donc je me suis levé et en me levant, j'ai re-entendu 3 fois ces 3 coups-là sur le frigo. Voilà, j'ai éclairé la cuisine, il n'y avait rien du tout. J'ai regardé dans les autres pièces s'il n'y avait pas eu un chat qui était rentré ou quoi que ce soit. Et puis, que dalle, quoi. Ouais. Là, je me tourne vers vous, Renaud Évrard. D'abord, cette histoire de moine, qu'en pensez-vous? Alors, apparemment, c'est très impressionnant, hein, parce que la première apparition se fait justement en collectif, donc il y a au moins 2 personnes qui le voient. Oui, donc déjà là, on est dans un cadre qui explose un peu ce que entend la psychologie, même par hallucination collective, hein, parce qu'on a vraiment des éléments très concrets. Après, bien sûr, il me semble que plusieurs des situations se passent au moins en situation d'obscurité. Je pense que ça peut jouer, hein, sur par exemple le fait qu'on voit pas les pieds du moine et tout ça, qui puisse disparaître ensuite ou quoi que ce soit. Mais moi, la question qui me tarauderait plutôt, ce serait comment vous comprenez ça, quelle représentation du moine vous avez, et en quoi ça vous touche dans votre histoire, que ce soit un moine et pas autre chose. Et pourquoi un bruit de bague, enfin ces questions-là, quel est le sens qui se cache derrière tout ça, quoi. Sauveur, le moine, ça vous rappelle quelque chose en particulier dans votre vie ou pas grand-chose? Absolument pas. Je suis croyant mais pas pratiquant. Je sais pas. J'ai perdu ma mère. Moi, j'avais 5 ans. Et mon frère, je venais à peine de naître quand lui il est mort. Je l'ai même pas connu d'ailleurs. Je sais pas, j'arrive pas à... J'ai jamais réussi à comprendre le pourquoi. J'ai essayé de voir, de réaliser par la suite s'il y avait eu un décès dans ma famille ou chez mes amis. Il y a eu aucun drame, quoi, aucun décès. Et je sais pas, à l'époque j'étais en apprentissage, en carrosserie, et puis non. Oui, rien de particulier. Pierre Macias. Ah ouais. Vraiment, mon père à cette époque-là aussi, il a eu une vision dans la cuisine. Le soir, dans la nuit, il se levait pas mal parce qu'il dormait pas. Il avait le sommeil assez léger. Et donc, souvent, il se mettait dans la cuisine pour fumer sa cigarette. Et une nuit, il a vu apparaître ma mère dans sa robe, c'était une robe à fleurs particulière, quoi, des grosses fleurs. Et il a vu son propre père aussi avec son costume du dimanche, avec sa casquette. Et ma mère lui aurait souri. Et lui a dit que c'était pas le moment de partir, quoi. Voilà. Oui, ça fait Pierre Macias. Oui, c'est difficile d'aborder un cas comme ça. On aurait bien besoin, Renaud et moi, d'un petit peu de réflexion. Ici, en tout cas, Sauveur nous donne un élément supplémentaire par rapport à la vision. C'est l'apparition de sa mère et de son grand-père décédé à son père.
Donc là, il y a un contexte qui peut prendre une certaine signification du côté de Sauveur. Je cherchais d'autres explications beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatiques. Je me demandais si c'était dans une période de travaux souterrains par explosifs à Port-de-Bouc, du côté des Milles à Aix-en-Provence. Pour l'apparition du moine, tu veux dire? Disons dans le cadre de ce contexte, de ces événements, à cette période-là, je me demandais si il y avait des mines en exploitation. Ça se fait à l'époque, à l'époque-là, ce lieu-là, on entend des explosions. Je pense. Mais quel rapport avec le moine? Je dis pour être très pragmatique, pour des émanations gazeuses en fait. Je pensais à des émanations gazeuses. Ah, très bien, qui peuvent provoquer ce genre d'hallucination, tu veux dire? Qui peuvent faire apparaître des formes, des formes qu'on va interpréter ensuite. Ce sont des cas qui ont été vus. Alors là, je conçois quand même que dans ce cadre-là, c'est quand même assez tiré par les cheveux. Oui. Mais il faut l'envisager. Par exemple, cette apparition du corps du moine dans le couloir, allongé comme ça par terre. Là, c'est quand même tout à fait surprenant. Et puis Sauveur, blême, descend et sa copine lui dit: mais attends, t'as vu la tête que t'as, t'es tout blanc. Donc là, c'est qu'il y avait une véritable frayeur, une véritable angoisse constatée par quelqu'un d'extérieur. Et quand ils remontent tous les deux, là, plus rien. Oui, mais là, c'est dans le cadre d'une deuxième observation. Donc on va être tenté de lui appliquer l'explication, une interprétation identique à la première observation. En fait, et là, il s'agissait d'une forme associée à une soutane, mais vide. À aucun moment on ne voit le visage, les mains, les pieds du personnage. Donc, je vais plutôt me référer à la première observation. Mais ça n'est en aucun cas, ce que je dis là, ça n'est en aucun cas une explication que je tiens à faire passer. C'est une hypothèse. Bon, ça va pas être évident. Mais Renaud Évrard et Pierre, est-ce que tout simplement Sauveur et son ami, puisqu'ils étaient deux au moment de la première, du premier vécu, de la première expérience, est-ce que c'est pas tout simplement et tout bêtement une apparition, Renaud Évrard? Oui, en fait, c'est ça. Ou un fantôme, quoi. Voilà. Oui, on pourrait dire ça. Même au début, j'ai cru qu'il allait nous parler d'une dame blanche directement, dans le même genre de choses, parce qu'il était sur la route, si j'ai bien compris. Non, ils étaient en train de marcher le long d'une voie rapide. C'est vrai, le long d'une voie rapide. Mais là, c'était sur un petit pont qui passait sous la voie rapide et qui rentrait dans le village. Donc, et à l'entrée de ce village, il y a un cimetière là. Voilà. D'accord. Un bon contexte quand même. Oui. Mais effectivement, ce qui est difficile pour nous, c'est de pouvoir dire à quel moment c'est une apparition, à quel moment c'est une hallucination collective ou autre chose. Les effets de lumière et tout ça, on n'y était pas, quoi. Et ça pourrait être une apparition. On pourrait ne pas chercher forcément à décoder quel sens ça a de voir un moine, pourquoi à ce moment-là, à cet endroit-là. Après, c'est vrai que pour Sauveur, il se passe quand même plein de choses assez bizarres. Je sais pas comment Sauveur le vit finalement. Quelles questions il se pose finalement par rapport à ça. Parce que plein de gens font ce type d'expérience de voir des apparitions. Parfois il relie ça à des décès, comme Sauveur a essayé de le trouver pour lui-même. Mais ça peut arriver sans explication, tout simplement par rapport à des états émotionnels ou à des moments de vie qui sont cristallisés dans cette apparition pour signaler un changement. Je pense l'apparition du moine vide, là, en fait, ça peut vachement se questionner. Pourquoi il est vide? Pourquoi c'est juste un vêtement flottant, en fait? C'est un peu aussi des problématiques qu'on peut s'attribuer à soi-même, en fait, réfléchir là-dessus, trouver un sens. Sauveur, est-ce que vous avez eu la curiosité, par exemple, d'en parler au village? Est-ce qu'il y avait déjà des histoires relatives à ça, ou c'était la première fois que... est-ce que vous avez enquêté un petit peu, par curiosité, là où vous alliez, au bar, pour faire un billard, etc. Est-ce que vous avez eu la curiosité de questionner un peu autour de vous? Non, parce que c'est quand même quelque chose
j'avais peur qu'on me prenne pour un zinzin, quoi, en fait. Oui, ça je comprends, oui. Et ni je fume de l'herbe qui fait rire. De drogue, je ne bois pas, et je ne toujours pas, ni à l'époque, ni maintenant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Et je me suis toujours posé la question du pourquoi, quoi. J'ai essayé de faire une relation, je sais pas moi, de voir s'il y avait eu un décès par la suite, si ça m'annonçait quelque chose, mais rien. Je sais que j'ai un voyant qui m'a dit que ma mère me protégeait. Maintenant, ma mère, je ne l'ai jamais vue, ni je l'ai rêvé depuis sa mort, ni je l'ai rêvé, ni je l'ai revue en apparition. Oui. Donc a priori, ça n'a pas grande relation avec votre mère décédée, effectivement. Mais il aurait été intéressant de savoir si dans le village il y avait déjà des histoires, des légendes, par exemple, vous voyez, autour d'un moine qui apparaîtrait de temps à autre. Ça aurait pu être intéressant de savoir si il y avait quelque chose dans ce style-là, vous voyez, si vous n'étiez pas le premier à qui ça arrivait, quoi, en quelque sorte. À la rigueur, je pourrais même demander au niveau du cimetière s'il y a eu un moine d'enterré là. Et savoir s'il y a des histoires autour d'un moine qui apparaîtrait comme ça de temps à autre, comme il en existe, vous savez, dans ce genre d'histoire, dans certains villages, dans certains lieux. On ne sait jamais. Ouais. Hein? Et à ce moment-là, vous nous tenez au courant, si jamais vous réussissez à avoir quelques éléments, quelques renseignements intéressants. Ouais. Mais j'ai eu aussi ça c'est peut-être aussi c'était en période de Noël, c'était à peu près aussi la même période, même 88-89. Et avec un collègue, on voulait faire l'arbre de Noël à côté de ma cheminée. Et on est allé brancher la guirlande électrique avec toutes les prises qu'il y a dans la maison. J'ai décidé de la brancher dans la chambre de mes parents. Et ma mère était déjà décédée, donc, à l'époque. Et il y a eu... j'ai dit, c'est vrai que cette chambre-là, j'ai toujours trouvé froide, quoi. Un ressenti bizarre. Ouais. Et je lui ai dit à mon collègue, qui s'appelle Mourad, et je lui ai dit, écoute, j'aime pas cette chambre, je me sens pas bien dedans. Je lui ai dit, parce que c'était la chambre de mes parents, et donc ma mère y a dormi. Oui. Et à ce moment-là, il y a l'armoire qui a vibré. Et on est sorti en courant, on est allé chercher mon voisin derrière, on lui a dit, et il est rentré dans la maison, bon, bien entendu, il a rien vu. Mais c'est un truc qui a été vécu aussi, et toujours dans cette même maison. Oui, effectivement. Dans cette maison, c'est une vieille maison. Il y a eu 3 familles qui habitaient là-dedans. Ensuite, mon père a refait les travaux dedans. Est-ce qu'il y a eu des morts? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Pierre Massias. Je sais pas. Oui, quoi qu'il en soit, l'armoire a bien bougé et c'était un truc aussi que des fois on en reparle avec le collègue oui, et voilà, quoi. Vous semblez avoir vécu quand même plusieurs expériences de cet ordre-là. Mais ça n'a jamais amené un décès ou je veux dire non, il n'y a pas eu de drame. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça n'annonce pas forcément un drame futur, en aucun cas. C'est un état des lieux, c'est un événement, ce sont des événements dans le présent. Ça n'annoncera pas systématiquement, loin de là. Oui, des drames, des événements. Futur. Oui, tout à fait. Mais je me demande si vous avez vécu d'autres situations de cet ordre-là aussi. Encore. Vous venez de nous citer 3 cas. Ouais. Il y en a d'autres encore? Il y a eu une vitre mais ça je peux peut-être l'expliquer sur une
petite secousse ou un gros camion qui est passé ou j'en sais rien, mais j'étais devant ma cheminée et il y a une des vitres du salon qui a vibré. Voilà. Et mon père, il m'a demandé ce que je foutais comme connerie, quoi, encore. Et il m'a dit, et je lui ai dit, mais je suis devant la cheminée, je fais rien. Et quand il est venu dans le salon, la vitre s'est remise à vibrer. Voilà. D'accord. Et des fenêtres en bois qu'il y avait à l'époque, vitres, simple vitrage. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un camion, il n'y a pas eu d'avion qui est passé, ça c'est certain. Il n'y a pas eu, je sais pas. Ça aussi, c'est devenu un peu bizarre. Il n'y a aucune voiture qui puisse passer parce qu'on est dans un cul-de-sac là. Donc encore moins de camions alors. Voilà. Les camions, ils peuvent passer sur la voie rapide qui est au-dessus à 100 mètres de là, 150 mètres d'ici, quoi. Oui. Je pense pas que ça puisse vibrer, faire vibrer une seule vitre. Ça n'a été qu'une seule vitre. Voilà, c'est une seule vitre qui a vibré, c'est pas toute la fenêtre. Voilà, une seule vitre. Voilà. J'ai l'impression, Sauveur, enfin moi je dis ça comme ça, mais sous le contrôle de Renaud Évrard et de Pierre Massias, mais je pense que le point commun à tous ces phénomènes, hormis ce qu'a vécu votre père, on parle de ce que vous avez vécu vous, le point commun à tout ça, c'est quand même vous. Ouais. Et c'est vous qui avez vécu tous ces phénomènes. Renaud, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, il y a des phénomènes qu'on pourrait attribuer à une sorte de poltergeist ou personnel en fait, où le malaise intérieur s'exprimerait au présent ou à l'extérieur pour des questions, des conflits qui sont privés, qui vous sont propres de toute façon, qu'on n'a pas à divulguer sur la radio, mais comme disait Pierre Massias, il ne faut pas rattacher tout ça à des décès à chaque fois dans le passé ou dans le futur ou ailleurs en fait. Le poltergeist, c'est quand même une sorte d'expression psychosomatique à l'extérieur de ce qui se passe dans notre vécu personnel. Mais donc... Je rejoins votre idée. Oui, tout à fait. Pierre Massias. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Renaud. Dans ces conditions... je dis en premier d'abord quand même. Dans ces conditions, l'apparition du moine vient dans ce cadre-là. C'est plus une entité indépendante que telle une apparition qu'on voit de l'extérieur, mais peut-être un phénomène provoqué par Sauveur, c'est-à-dire de manière inconsciente, évidemment. Inconsciente. Oui, ce qu'on appelle le poltergeist, quoi, vraiment voilà, dans le cadre du frappeur, poltergeist, c'est-à-dire bruit, vibrement, déplacement d'objets, pourquoi pas apparition. Dans ces conditions, c'est pas un élément extérieur qui vient dire quelque chose, mais c'est Sauveur qui exprime quelque chose. De manière inconsciente. Voilà. Sauveur, est-ce que ces phénomènes ont cessé? Est-ce que ça fait plusieurs années que vous n'avez rien vécu, par exemple? Oui, on peut dire ça. Mais comment vous expliquer alors que le collègue aussi a vu la même chose? Et comment ça se fait que le collègue avec qui j'ai branché cette guirlande électrique aussi a vu la même chose que moi. Oui. Disons que l'armoire qui a vibré, le propre même de l'explication du phénomène du poltergeist, de l'esprit frappeur, c'est provoqué par quelqu'un qui a un mal-être à ce moment-là, qui se sent pas très bien pour des raisons X ou Y. Et de manière inconsciente, vous auriez provoqué ces phénomènes, mais de manière inconsciente. Et des phénomènes tout à fait visibles, c'est-à-dire la vitre qui bouge, l'armoire qui bouge, et pourquoi pas l'apparition également. Vous voyez que, et là, votre collègue qui était avec vous a été témoin de tous ces phénomènes que vous avez provoqués, mais sans le vouloir, sans même le faire exprès, vous voyez, parce que c'était, il y avait une espèce de mal-être intérieur que vous avez extériorisé comme ça. D'autres se font des maladies, vous, c'est votre manière à vous, peut-être dans des moments critiques, de manière inconsciente, je le précise toujours, de provoquer ce genre de choses. Et quand vous allez mieux, peut-être votre situation va mieux, ces phénomènes cessent tout simplement. Qu'en pensez-vous? Je sais pas, puisqu'à l'époque j'avais aucun souci, quoi. J'étais à l'âge, à 17 ans, j'étais dans l'insouciance du futur.
c'est vrai aussi, ouais. Et j'étais en apprentissage à l'époque et je faisais du sport et tout ça. J'étais en pleine bien, quoi. Oui, tout à fait. Dans ma vie, avec aucun souci, quoi. Et oui, tout à fait. Voilà, quoi. Ni souci de salaire, ni souci de loyer, ni rien, quoi. J'étais dans l'insouciance, quoi, de la jeunesse. Oui, tout allait bien finalement, quoi. Ouais. En tout cas, merci Sauveur de nous avoir relaté, d'avoir eu la gentillesse de nous apporter ce témoignage. Quelques débuts de réflexion, évidemment, que l'on a donné, mais on ne pourra pas, ce soir en tout cas, donner une réponse à ce qu'a vécu Sauveur. Il va être l'heure de nous quitter. Malheureusement, ce témoignage passionnant nous a amené quasiment jusqu'à la fin de l'émission. Merci Renaud Évrard de nous avoir accompagnés. Merci à vous. À très bientôt, j'espère, dans les aventuriers de l'étrange. Au revoir. Merci Pierre de nous avoir livré également tes réflexions et d'avoir apporté cette oreille attentive à tous ceux et celles qui nous ont apporté leur témoignage. Et puis à demain, bien entendu. À demain. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit à l'écoute des rediffs des programmes de Sud Radio. Demain, nous nous retrouverons pour parler d'astrologie. Si vous avez contacté un astrologue, si vous vous êtes fait faire votre thème astral, eh bien écoutez, vous serez les bienvenus et vous entendrez le témoignage d'une scientifique qui a passé au crible l'astrologie, au crible scientifique depuis plus de 20 ans avec des résultats tout à fait étonnants. Dans quelques minutes, vous allez retrouver les rediffs. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard. Passez une bonne nuit et rendez-vous demain à 22h.